Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui sent bon le soleil et l'autonomie. Les chargeurs solaires portables. Ah oui, un sujet d'actualité. Exactement. Que ce soit pour une rando, un festival ou juste pour avoir une roue de secours, quoi, on en voit de plus en plus. On a déniché quelques retours d'expérience sur différents modèles. C'est ça. On va regarder deux options très abordables de chez Action, de la marque Roloid, et puis un panneau un peu plus costaud, le Flex Solar 60W. Voilà, notre mission comme d'hab, on va essayer de comprendre ce que ces chargeurs valent vraiment sur le terrain. Leurs forces, leurs limites. Et surtout, les petits trucs à savoir, les pièges à éviter pour pas être déçu, ou pire, abîmer son téléphone par exemple. C'est ça, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, prêt? C'est parti pour notre exploration. On commence par le plus accessible. Donc, Rebais, Action, les produits Reload. Le premier, c'est une powerbank avec des panneaux solaires intégrés. Moins de 15 euros. Franchement, ça paraît presque trop beau, non? Pour démarrer dans le solaire nomade. C'est vrai que le prix interpelle. Alors cette première option, Rolowatt, c'est donc une batterie externe, une powerbank classique si tu veux, capacité 10 000 mAh. D'accord. Ce qui fait quoi en charge de téléphone? Bah, en gros, de quoi recharger un smartphone moderne à peu près 2 fois. Ça dépend du modèle, bien sûr. Et cette batterie, elle est attachée, comment dire, magnétiquement avec des petits picots à 3 mini panneaux solaires qui se replient dessus. Et le tout pour 14,90 €. Exactement. Et sur la boîte, il y a marqué 20 watts. Ça veut dire quoi? C'est la puissance des panneaux. Alors, attention, c'est le point crucial, le premier truc à bien regarder. Ces 20 watts, ce n'est pas la puissance de charge solaire. Pas du tout. Ah bon? Non, en fait, c'est la puissance maximale de sortie de la batterie. Quand elle est chargée, elle peut fournir jusqu'à 20 watts via son port USB-C pour recharger un téléphone ou une tablette compatible charge rapide. C'est une nuance hyper importante. Ah oui, d'accord. Donc, la puissance réelle des panneaux solaires eux-mêmes, elle est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, oui. D'après les estimations, basées sur la taille des cellules, chaque petit panneau il doit donner entre 2 et 3 watts dans des conditions parfaites. Soleil au top, quoi. Donc, avec les 3 panneaux, on arrive à combien au total? 6-9 watts. Voilà, quelque chose comme ça. Entre 6 et 10 watts maximum, vraiment si tout est idéal, hein. Soleil de midi en été, ciel bleu, orientation parfaite. Faut pas rêver, quoi. Ce qui veut dire que pour recharger la batterie de 10 000 milliampères juste avec le soleil, euh, faut être patient. Très, très patient. Les retours parlent d'environ 3 jours complets de super soleil. Donc peut-être 15, 18 heures de soleil direct cumulé pour faire le plein de 0 à 100%. Ah ouais, quand même. Clairement, la fonction solaire ici, c'est plus un appoint, un dépannage lent. C'est pas une méthode de recharge principale rapide, loin de là. Le mieux, c'est de la charger sur secteur avant de partir, et le soleil, ben, il aide à maintenir un peu la charge ou à la remonter tout doucement. Et justement, l'utilisation en plein soleil, j'imagine qu'il y a des précautions. Une batterie au soleil, ça me dit rien qui vaille. Excellente remarque. Et c'est sans doute le conseil le plus important pour ce produit-là. Il ne faut surtout pas laisser la batterie elle-même en plein cagnard pendant qu'elle charge au soleil. Ah oui, pourquoi? La chaleur, c'est l'ennemi numéro un des batteries lithium-ion. Si elle surchauffe trop longtemps, non seulement sa capacité va diminuer, mais en plus, dans des cas extrêmes, elle peut gonfler. Et là, c'est dangereux. D'accord, donc la bonne pratique, c'est quoi? C'est de mettre les panneaux au soleil, bien sûr, mais de glisser la batterie derrière les panneaux ou à l'ombre d'un sac, d'une pierre, n'importe quoi. Les panneaux, eux, ils sont faits pour ça. Ils résistent même aux éclaboussures. Mais la batterie, non, elle doit rester au frais et au sec. Bien noté. Et pour brancher des appareils dessus, elle a quoi comme port? Alors, elle a un port USB-C qui donne cette sortie rapide jusqu'à 20 watts et un port USB-A plus classique. La batterie peut se détacher des panneaux grâce aux aimants là, mais bon, elle est plutôt conçue pour rester avec. Point positif, garantie 3 ans et elle passe en avion. Donc voilà, solution simple, tout en un, mais recharge solaire très lente et faut faire gaffe à la chaleur. D'accord, c'est très clair. Passons à la deuxième option, Roloid, chez Action. C'est le panneau solaire pliable, vendu tout seul cette fois, sans batterie. Environ 17 euros. Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors lui, il se concentre juste sur la production d'énergie. Ces 3 panneaux, visiblement plus grands que sur l'autre modèle, il annonce 28 watts. Ah, déjà plus. Oui, il vient avec un câble USB-C et 2 petits mousquetons pour l'accrocher. Il y a des œillets en tissu renforcé tout autour. Déplié, il fait à peu près 63 par 35 cm et replié 35 par 18,5 cm. Il est recouvert d'un tissu genre PVC qui résiste à l'eau.
28 watts annoncés. Est-ce que c'est la puissance réelle qu'on peut avoir ou c'est comme pour l'autre, une puissance de sortie max? Ici, c'est un peu entre les deux, mais c'est plus proche de la production réelle. D'après les tests qu'on a vus, les 28 watts, ça correspondrait à la puissance combinée maximale que les deux sorties, un USB-A et un USB-C, peuvent fournir en même temps en plein soleil. D'accord. Et en pratique, ça donne quoi sur les ports? Et les mesures montrent environ 13 watts sur le port USB-C seul. Et si on branche sur les deux en même temps, on peut avoir 13 à 15 watts sur l'USB-A en plus. Donc chaque panneau individuel doit générer autour de 9 watts. C'est nettement mieux que les petits panneaux de la powerbank. Donc, on peut espérer une bonne vingtaine de watts en conditions réelles si on est bien exposé. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Sous un bon soleil, bien orienté, on peut viser entre 15 et 25 watts réels, je pense. Ce panneau utilise des cellules monocristallines, c'est une technologie qui a un bon rendement en général. Intéressant. Et pour l'utiliser, on branche direct son téléphone dessus et hop, ça charge. Alors là, attention, c'est le point super important pour ce type de panneau nu, sans batterie intégrée. Il est très fortement déconseillé de brancher son smartphone ou tout autre appareil un peu sensible directement sur les ports USB de ce panneau. Ah bon? Mais pourquoi? C'est pas logique. Ben si, parce qu'un panneau solaire seul, sans une batterie pour faire tampon et réguler, il fournit une puissance qui varie énormément. Ça dépend direct de l'intensité du soleil, tu vois? Mhm. Un nuage passe, tu changes l'angle et hop, la tension ou le courant peut faire des bonds, chuter brutalement. Ces variations, ces potentiels pics de tension, même s'ils ne grillent pas le téléphone sur le coup, ils stressent le circuit de charge et la batterie du téléphone. C'est une usure prématurée qui peut vraiment réduire la durée de vie de la batterie de ton appareil. Ah oui, d'accord, je vois le problème. C'est une info capitale, ça. Quelle est la solution alors? Comment on l'utilise sans risque? La méthode sûre, celle qu'il faut absolument appliquer, c'est d'utiliser une batterie externe, une power bank, comme intermédiaire, toujours. D'accord. Tu branches le panneau solaire sur l'entrée de la power bank, tu charges la power bank, et ensuite tu utilises la sortie de la power bank pour charger ton téléphone, tes écouteurs, etc. La power bank, elle agit comme un filtre, un tampon. Elle encaisse le courant variable du panneau et elle sort un courant propre, stable, sans danger pour tes appareils. Ok, donc ce panneau reloïd à 17 euros, c'est une bonne source d'énergie solaire, mais il faut absolument le coupler avec une powerbank qu'on a déjà ou qu'on achète en plus. C'est un duo en fait. Exactement. C'est un duo indispensable. Et vu son prix et les performances mesurées dans les tests, il semble avoir un excellent rapport qualité-prix. Le testeur le trouvait même meilleur que des panneaux similaires de 30-40 watts qu'il avait payé plus cher avant, genre 25-30 euros. Et la construction a l'air correcte pour le prix. Très clair. Donc chez Action, on a deux approches. Le tout en un simple mais lent, avec la powerbank solaire, et le panneau seul, plus puissant, mais qui demande une batterie externe et cette précaution super importante de ne pas brancher le téléphone direct dessus. C'est exactement ça. Bon, maintenant, si on veut monter en gamme, passer à la vitesse supérieure en puissance, on a aussi vu des retours sur un panneau flex solaire de 60 watts. Là, on n'est plus dans la même cour. Ah oui, là on change d'échelle. Il a été trouvé en promo, c'est ça, autour de 35-40 euros, ce qui reste assez dingue pour 60 watts annoncés. Alors, qu'est-ce qu'il vaut, ce flex solar? Effectivement, on entre dans une autre catégorie. Déjà, physiquement, il est bien plus grand. Déplié, il fait plus d'1,40 m de long. Ah ouais, Mais bon, il reste conçu pour être portable, il est flexible et relativement léger pour sa taille, 1,2 kg environ. plus grand, donc logiquement plus puissant. Est-ce qu'il est aussi plus résistant? On l'imagine dehors, peut-être dans des conditions un peu plus rudes? Oui, c'est un de ses atouts. Il est certifié IP67. Ça veut dire qu'il est très bien protégé contre la poussière et qu'il peut même supporter une immersion temporaire dans l'eau. C'est un gage de robustesse pour l'extérieur, même si la météo fait des siennes. Ok. Et côté branchement, il offre plus de choses. Tout à fait. En plus des ports USB-A et USB-C classiques, où entre nous, même si la régulation est peut-être meilleure, je mettrai quand même une power bank pour un téléphone, Oui, la prudence reste de mise. voilà. Mais surtout, il a une sortie DC. C'est une prise ronde, tu sais, comme sur les chargeurs d'ordinateurs portables. Un barrel jack. Et ça sert à quoi, cette sortie d'essai? Exactement. Souvent, ces stations se rechargent bien plus vite et mieux par une entrée DC que par USB. Donc, ce port DC permet de brancher directement le panneau flex solar sur l'entrée solaire de ces stations. Ça donne une solution de recharge autonome plus sérieuse pour des besoins plus importants, genre en camping, en van ou même comme backup à la maison. D'accord. Alors, la question qui tue, les 60 watts annoncés, est-ce qu'on les a facilement? C'est là que le retour d'expérience devient très très intéressant.
Les premiers essais ont été faits mi-septembre, donc déjà, le soleil est moins fort, plus bas sur l'horizon qu'en plein été. Moins de pêche, quoi. Voilà. Et en plus, au début, le panneau a juste été posé à plat sur un volet. Pas idéal du tout. Et le résultat dans ces conditions, j'imagine, décevant? Carrément. Dans cette configuration, le panneau sortait seulement entre 15 et 20 watts. Ouf. De 60 watts à 15-20 watts. Voilà. On est très loin du compte. Et ça illustre parfaitement un truc fondamental pour tous les panneaux solaires. La puissance marquée sur l'étiquette, c'est un maximum absolu, mesuré en labo dans des conditions parfaites, genre 1000 watts de lumière par mètre carré, 25 degrés. Dans la vraie vie, avec un soleil moins fort, un angle bœuf, une température plus élevée, ce qui fait baisser le rendement, on a toujours moins. Toujours. Bon, 15-20 watts, ça reste utilisable quand même, non? Ça charge un peu. Oui, oui, et c'est ce que dit le testeur. Même avec juste ça, le panneau a réussi à recharger sa station EcoFlow River en quelques heures. Il trouvait ça satisfaisant vu la saison, tu vois. Ça montre qu'il produit quand même de l'énergie utile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un. Il y a eu un rebondissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le testeur a ensuite changé le positionnement du panneau. On n'a pas tous les détails, mais c'est sûr qu'il l'a mieux orienté face au soleil, probablement en lui donnant une bonne inclinaison, bien perpendiculaire au rayon, et surtout en s'assurant qu'il n'y avait aucune ombre dessus, même pas une petite feuille. Et là, magie. Spectaculaire. Le matin même, avec ce nouveau placement optimisé, le panneau a réussi à sortir plus de 40 watts. Plus de 40 watts, carrément. Oui, on passe de 15-20 à plus de 40 juste en changeant l'angle et environ l'ombre. C'est énorme comme différence. Plus de 40 watts réels sur un panneau 60 watts théorique, là, ça commence à causer. Absolument. Et la leçon, elle est valable pour tous les panneaux. Ce qui est fou, c'est que le plus gros gâchis d'argent avec le solaire portable, c'est pas forcément d'acheter un mauvais panneau, c'est surtout de mal le placer. Hmm. L'angle par rapport au soleil, c'est critique. Idéalement, les rayons doivent taper le plus perpendiculairement possible. Si tu le laisses à plat par terre, le matin et le soir, les rayons sont rasants, tu perds énormément. Et l'ombre, c'est pareil. La moindre petite ombre sur une partie des cellules peut faire chuter la production de tout le panneau de façon dingue. L'orientation et zéro ombre, c'est vraiment les clés pour s'approcher de la puissance annoncée. C'est une démonstration parfaite de l'importance du placement. Donc, même un panneau costaud comme le Flex Solar, il ne donne son max que si on prend la peine de bien le mettre et de le suivre un peu pendant la journée. Exactement. Faut être un peu jardinier du soleil. Bon, alors si on récapitule tout ça, on a vu la Powerbank Roloid, simple mais lente. Le panneau Roloid 28 watts, plus péchu mais qui demande une batterie tampon. Et la fameuse précaution. Et ce Flex Solar 60 watts, capable de bien envoyer, mais super dépendant du placement. Si on essaye de résumer, quels sont les grands points à retenir pour choisir et utiliser un chargeur solaire portable? Alors, plusieurs points essentiels, je crois. Premièrement, il faut apprendre à lire entre les lignes des watts. Décrypter les specs, ouais. C'est ça. Comprendre si les watts annoncés, c'est la sortie d'une batterie, comme les 20 watts de la Powerbank Roloid, ou si c'est la production théorique max des panneaux, comme les 28 watts du panneau Roloid ou les 60 watts du Flex Solar. Et surtout, garder en tête que cette puissance théorique, on l'atteint rarement dans la vraie vie. Faut être réaliste. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, la sécurité des appareils. Le risque d'abîmer la batterie de son smartphone en le branchant direct sur un panneau simple, sans batterie tampon, il est bien réel. Faut vraiment prendre ça au sérieux. La règle d'or, toujours utiliser une power bank comme intermédiaire pour protéger son matos. C'est le conseil pratique numéro 1 qu'on retient, je pense. Tout à fait. Troisièmement, l'exemple du Flex Solar l'a montré de manière éclatante. L'emplacement, c'est le roi. L'angle face au soleil et zéro ombre, ça fait toute la différence sur la puissance que tu vas vraiment obtenir. Ça demande un petit effort de bien le placer, de le réorienter un peu, mais c'est ça qui permet de tirer le max du panneau. Le poser n'importe comment à plat, c'est la garantie d'être déçu. Quatrièmement, il faut choisir selon ses propres besoins et contraintes. La solution intégrée Roloy, c'est simple pour un usage très occasionnel, juste en appoint. Le panneau Roloy 28 watts avec une powerbank à côté, c'est un bon compromis puissance-prix-poids pour des besoins modérés. Et le Flex Solar 60 watts, c'est pour ceux qui veulent plus de jus pour charger de plus grosses batteries ou des stations d'énergie, mais il est plus gros et il demande vraiment ce soin du placement pour être efficace. C'est un équilibre à trouver entre prix,
puissance, encombrement et facilité. Et enfin, dernier point, le rapport qualité-prix, ça bouge. Il y a des options très abordables, comme chez Action, qui peuvent faire le job. Mais il faut aussi garder un œil sur les promos, surtout en fin de saison l'été. Ça peut rendre des panneaux plus puissants, comme le Flex d'Air Solar, super intéressant financièrement, comme on l'a vu avec l'exemple à 35-40 euros. Super synthèse. On comprend beaucoup mieux les différences entre le marketing et la réalité du terrain, l'importance capitale de la sécurité pour nos précieux appareils, et surtout le rôle décisif du bon placement pour avoir l'énergie qu'on espère. C'est beaucoup plus clair maintenant. Oui, c'est ça. Et tu vois, pour ouvrir un peu la discussion, ça soulève une question intéressante, je trouve. Avec ces chargeurs solaires personnels qui deviennent de plus en plus performants, portables et finalement assez abordables, comment est-ce qu'ils pourraient, à terme, changer un peu notre rapport à l'énergie au quotidien, même à une petite échelle, Hmm, c'est vrai. en voyage, en rando, ou même face à des petites coupures de courant à la maison? Quelle forme de résilience ou de micro-indépendance énergétique est-ce qu'ils nous offrent déjà ou pourraient nous offrir demain? Finalement, ça dépasse le simple gadget. C'est une réflexion sur notre petite autonomie énergétique. Une belle question pour terminer cette exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret et très pratique. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette analyse. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets.